maintenant. Alors, quelle solution préconisez-vous? Vous êtes président de l'initiative africaine pour le développement de l'Afrique et vous avez déjà commencé par amorcer des solutions. Partagez quelques-unes avec nous. Oui, et j'avais commencé au niveau justement de l'État en disant que l'État doit prendre des décisions courageuses qui va effectivement l'amener à booster l'emploi dans certains secteurs. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, que ce soit d'autres personnes qui viennent acheter nos terres et qui produisent pour nous revendre. Alors que la main-d'œuvre quand même est là, de manière non seulement qualifiée, mais disponible, c'est-à-dire moins chère. Donc, si nous ne faisons pas ça par nous-mêmes, c'est parce que lorsque, par exemple, nous produisons, nous avons une concurrence déloyale. Parce que tout simplement, les produits qui arrivent chez nous sont des produits subventionnés par les États à la source, soit souvent même par nos propres États. Quand je prends par exemple le pétrole, pour certains pays qui n'ont pas le pétrole, il faut que nos États subventionnent justement ces produits-là pour que ça devienne un peu moins cher pour nos populations afin qu'elles puissent les consommer. Mais si on travaillait, par exemple, à produire ça localement, je prends un exemple. Le professeur Alpha Condé, quand il est arrivé, il a mis en branle un certain nombre justement de projets, dont notamment la création de barrages. Et pas seulement de n'importe quel barrage, mais des barrages qui, à la source, va produire de l'énergie électrique. De façon à ce qu'il a travaillé à autonomiser petit à petit son pays en énergie électrique. De 110 mégawatts qu'il est venu par exemple trouver, il est allé à plus de 1000 mégawatts. Ce n'est pas encore peut-être ce qu'il faut. Mais quand vous allez regarder sur toute la chaîne, ce que ces barrages-là vont permettre aux populations de pouvoir initier comme activité connexe, dans le sens de l'agriculture et dans tous les autres sens, vous allez voir effectivement que ça crée de l'emploi. C'est ce que Thomas Sankara avait fait au Burkina quand il a envoyé des étudiants se faire former en Israël en agriculture. Et lorsque ces étudiants-là sont revenus, Thomas Sankara leur a dit, vous écoutez, l'État n'a pas les moyens pour vous engager, pour vous payer. Cependant, nous mettons à votre disposition le matériel qu'il vous faut. Donc, ils ont créé des barrages, ils ont mis à la disposition des tracteurs et tout ce qu'il fallait pour leur production. Mais quelques années plus tard, on est revenu pour vouloir recruter certains d'entre eux et qui ont refusé parce qu'ils ne voyaient pas dans la fonction publique combien on pouvait leur payer qui puisse leur donner suffisamment de motivation pour qu'ils délaissent ce qu'ils étaient en train de faire déjà. Et donc, voilà ce que l'État peut faire. Et donc, au moins au niveau des contrats, par exemple, que nous fassions en sorte à déterminer, par exemple, dans chaque secteur, les besoins que nous avons. Tous les pays du monde entier ont effectivement des dettes. Mais faisons en sorte que, lorsque nous prenions une dette, que cela puisse servir effectivement nos besoins. Donc, vous voulez, par exemple, faire en sorte qu'au niveau de l'agriculture qui étant le premier moteur de la création d'emplois, vous voulez booster ça, il faut non seulement mécaniser l'agriculture, donc il faut donner le matériel qu'il faut aux gens. Donc lorsque vous faites des prêts, il faut effectivement acheter justement pas de l'engrais, mais plutôt les tracteurs, les semeuses et tout ce que vous voulez aux paysans, de façon à ce que, par exemple, dans chaque village, par exemple, qu'on puisse avoir un tracteur disponible à la disposition, par exemple, des populations qui veulent faire leur culture de rente. Et faire en sorte que ceux-là que nous formons, les ingénieurs agronomes par exemple, au lieu qu'ils soient là à Lomé, assis dans des bureaux ou nommés à des postes qui n'ont absolument rien à voir avec leur formation,
qu'on puisse les amener le plus près possible de nos populations pour guider, pour orienter. Je prends un exemple. Moi, je suis parti cette année, et je suis revenu il y a seulement quelques semaines, et je voulais faire justement du soja. Je suis donc allé vers la direction de l'agriculture des savanes, et je leur ai dit mon intention. Mon intention était de produire le soja, mais pas juste la graine comme ça, mais le soja semence. Alors, il faut donc de l'accompagnement technique. Donc, heureusement, le directeur a détaché à mes services un technicien qui devrait suivre ce projet-là de bout en bout. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a des opportunités que nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne savons pas, nous ne sommes pas au courant. Ils ont dit non, lorsque vous voulez faire ça, c'est très simple. Vous nous déterminez la superficie que vous voulez cultiver. Oui. Ensuite, nous allons venir, on va vous suivre du labour jusqu'à la fin, jusqu'au semis, en allant jusqu'aux récoltes. Et à chaque fois, c'est-à-dire il faut seulement payer 25 000 francs pour le technicien qui va faire les allers et retours à votre plantation pour à chaque fois dire à quelle période il faut faire ceci, à quelle période il faut faire cela. Mais aujourd'hui, je vous assure que si vous voyez mon soja que j'ai laissé là-bas en revenant, j'en suis fier. Et donc, lorsque ça sera prêt, c'est eux qui vont venir prélever la semence pour envoyer donc comment on appelle ça, au centre d'analyse qui vont tester et ensuite envoyer d'autres échantillons à l'extérieur qui vont aussi être testés de façon à ce qu'ils puissent avoir plusieurs sources pour certifier effectivement que la semence que vous avez produite est adaptée pour être utilisée comme semence. Et à partir de ce moment, vous comprenez, au lieu que vous vendiez votre soja de bol peut-être à 500 francs, vous allez peut-être le revendre à 1500, à 2000 francs parce que tout simplement, vous avez suivi le processus qu'il faut. Donc voilà, c'est souvent des informations qui sont là, que l'État prend des dispositions, mais malheureusement, il n'y a même pas la communication qui est suivie pour permettre aux gens de pouvoir comprendre. Merci Monsieur Mpapou. Je rappelle que vous êtes le président donc, de IAD, Initiative africaine pour le développement de l'Afrique, et également analyste politique. Et nous avons également Monsieur Classio Koutoglo que nous recevons par Duplessis, qui est consultant politique et leader d'opinion, leader donc de la diaspora consciente. C'est ce que lui-même il dit avec son cabinet. Alors, vous avez un cabinet en place. Que fait votre cabinet pour le développement et réduire le taux de chômage en Afrique et dans la sous-région ouest africaine? Monsieur Classio Koutoglo. Moïse, écoutez, mon confrère a dit beaucoup de choses ici qui méritent d'être remises en cause, sérieusement. Quand mon confrère dit qu'il va au Togo et il a un projet de culture et il a détaillé les étapes à suivre maintenant, je suis d'accord avec lui qu'il a cette initiative, mais est-ce que notre confrère se met à la place de la population togolaise qui est appauvrie par un système dictatorial? Il va falloir qu'on se mette à la place des citoyens. Moi, Classio, je sors aujourd'hui. Au Togo, je peux sortir plus de 30 millions pour pouvoir faire un projet. Et je peux appeler le gouvernement togolais à me suivre sur certains plans, ou bien des spécialistes à me suivre. Est-ce que mon confrère se pose la question de savoir quel est le pourcentage de la population togolaise sous la dictature qui peut faire ça si lui, il ne quitte pas des États-Unis pour aller au Togo? C'est ça la réalité, c'est le problème que nous devons situer et régler. On ne parle pas de quitter les États-Unis à travailler aux États-Unis, emmagasiner un peu d'argent et vouloir aller investir au Togo. Ce n'est pas ça. Il faut d'abord, le développement d'un pays, c'est se focaliser sur les potentialités existantes sur le territoire. D'abord, c'est-à-dire quand vous méprisez la population, vous ne donnez pas la chance à la population, vous appauvrissez
les populations qui sont sur le terrain, on ne peut pas produire ce qu'on appelle un développement. C'est ça. Il faudrait qu'on sache, on crée ce qu'on appelle une minorité bourgeoise. Vous rentrez aujourd'hui à Dapaon, en quittant les États-Unis, vous avez un budget, vous êtes rentré dans un bureau gouvernemental et leur demander des assistances, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela ne produit pas nécessairement ce qu'on appelle le développement interne d'un pays. Le développement interne d'un pays, c'est la création des infrastructures, c'est donner la chance dans une libéralisation totale aux citoyens de pouvoir travailler sur les PME et de pouvoir évoluer et non attendre nécessairement un investisseur de l'étranger. Ce phénomène que vous êtes en train de situer est ce qui fait piller le continent africain. Il y a un président qui vient arriver au pouvoir, qui compte sur l'investissement chinois, qui compte sur l'investissement anglais, qui compte sur ceci. Alors que vous faites le budget de l'État annuel qui s'élève à plus de 1000 milliards pendant 365 jours, pour une population minimale de moins de 8 millions d'habitants. Vous attendez notre confrère de descente des États-Unis pour pouvoir venir dire que je prends cette parcelle et que je veux votre assistance technique parce que vous êtes capable de payer les 25 000 francs pour le technicien aller-retour. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Il faudrait que nous, les Africains, nous puissions situer les problèmes dans leur contexte précis afin de résoudre le problème. Ou nous surfons le problème et nous les faisons déplacer. Et c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Donc, ces phénomènes-là ne créent pas d'emploi. Ce phénomène, le jour où, par exemple, vous perdez votre boulot ici, vous n'avez pas de moyens, ceux-là qui travaillent pour vous sur le territoire ne pourront plus continuer le travail. Mais quand on a une autosuffisance territoriale avec une vision gouvernementale acceptable et imprégnée par le peuple, on produit ce qu'on appelle le développement, on produit ce qu'on appelle des emplois durables. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé tout à l'heure de la liquidité, en parlant de FMI, des prêts et autres. Quand vous concevez des prêts, vous êtes des responsables. Et en passant, je vous précise qu'un pays ne s'endette jamais. Si un pays s'endette, les États-Unis n'existeront pas aujourd'hui. Alors, quand vous prenez ce qu'on appelle une dette ou bien un prêt pour un pays, on utilise le prêt pour les besoins du pays. On ne retourne pas une partie importante du prêt à ces Français qui sont sur le dossier pour pouvoir vous permettre de faire le prêt. Vous avez tout à l'heure parlé de la population s'est retournée contre Thomas Sankara. C'est une contre-vérité. La population de Burkina Faso ne s'est en aucun moment retournée contre la vision légendaire de Thomas Sankara. Il faudrait que nous écrivons l'histoire aujourd'hui et demain. Alors, vous avez dit beaucoup de choses que je peux dire que nous devons corriger. Quand vous parlez des phénomènes qui sont contrôlables, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Mais je vais aller rapidement répondre à la question de Moïse pour ne pas perdre trop. Oui, allez-y. Bien avant de répondre à la question, nous avons un auditeur en ligne. On va le passer très rapidement. Puis ce sont également les privilégiés qui nous suivent de près et de loin. Et à tous les amis internautes, vous pouvez participer à l'émission en composant plus simplement le +1 319 462 89 79. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, chers amis, oui. panélistes. À quel je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle pour intervenir dans l'émission par Vous rapport êtes en à direct. la thématique. Oui. J'ai souvenance, dans les années 1990, un débat sur un pareil thème s'était déroulé sur la radio France Internationale RFI entre deux éminents
éminent historien, un qui n'est plus de ce monde, M. Atoucha Bobli, économiste aussi, et l'autre historien, Lucia Mbokolo, sur l'Afrique, le développement. Et je me souviens, disais-je, que M. Atoucha Bobli insistait sur l'industrialisation. Et malheureusement, je peux me tromper de jugement. M. Lucia Mbokolo, qui en ce moment utilisait un mot, je me disais, c'est quel mot encore ça? M. Atoucha Bobli, vous êtes omnibulé par le machinisme. Mais avec du recul, nous comprenons aujourd'hui que l'Afrique ne peut pas se développer sans l'industrialisation. Créer de l'emploi, il faut industrialiser nos pays. Vous avez parlé de mécanisation de l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture, ça passe par là. Maintenant, lorsqu'on produit, on mécanise l'agriculture et qu'on produit, il faut transformer. Et lorsqu'on transforme, il faut consommer. Tous les points, ces points sont touchés par les uns et les autres sur le plateau là-bas. Oui. Et il faut passer aussi également par le financement de l'économie. Parce que le jeune qui veut produire, lorsqu'il s'oriente vers une banque pour obtenir un prêt, et qu'on lui donne le prêt à 10%, et que le mois prochain, il va commencer par payer le prêt qu'il a emprunté auprès d'une banque ou toute autre institution financière pour produire quelque chose. Et avant même qu'il ne produise, ou bien qu'il ne fasse la récolte, on lui demande de payer. Ce sont des points, c'est-à-dire que ce sont des points techniques, tactiques sur lesquels nous devons toucher lorsque vous posez la question d'apport de solutions. Mais le gros problème aussi, on a parlé de protectionnisme. Lorsque nous produisons localement, nous devons consommer aussi localement en peut-être attaquant fort les mêmes produits qui viennent de l'extérieur, ou bien limiter les importations de les importations de ces produits-là. Imaginez-vous qu'au Togo, 90% des poules que nous consommons viennent d'ailleurs. En termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc, on doit mettre un accent sur ça en mettant une usine. Lorsque vous n'avez pas une usine de production de poulet, comment le paysan, bien moi par exemple, je peux organiser un groupe de jeunes pour dire que nous sommes éleveurs de poulets pour telle usine. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de mécanisation. Et le plus important, c'est que la population doit comprendre que les poulets qui sont produits localement sont d'aussi bonne qualité que les produits qui sont importés, peut-être mieux. Et consommer ça, je vous donne un exemple. Lorsque je travaillais encore au pays, il y avait ce monsieur, on parlait de développement, l'agriculture et tout. Et puis, nous étions là, on était énergétiques, on veut travailler, on veut faire quelque chose, on veut développer. La bière qui est produite au Togo, ça utilise le maïs, ça utilise le riz. Mais figurez-vous que peut-être qu'aujourd'hui, la donnée a changé parce que c'est ce que nous recevons. Le maïs est importé, le riz est importé. Pour produire le riz, alors que nous avons des terres cultivables où on peut produire le riz et le maïs pour cette société de bière. Les moines des Obégans, c'est là que je viens à mon exemple, les moines des Obégans avaient produit des pommes de terre. Bonne qualité, ce que nous appelons aujourd'hui bio, américain dit organique. Les producteurs sont allés voir les marchés, les revendeuses de pommes de terre au grand marché de Lomé de Palimé, et ils ont refusé. Mais ces mêmes producteurs se sont approchés de Goïscore dans le temps. Goïscore est allé prendre toute la production de pommes de terre chez les moines de Danisobégan. Il a mis dans les filets, ces mêmes bonnes dames sont venues ramasser toutes ces pommes de terre-là à Goïscore. D'où ce que j'avais dit plus tôt, nous devons aussi travailler sur nos mentalités. 30 secondes. La mentalité que ce qui est produit chez nous doit être aussi bon à consommer et ça passe aussi par une campagne. Voilà mon point, ce que je voulais apporter. Mais il y a beaucoup de choses, on a dit. Et puis, il faut qu'à un moment donné, nous insistons sur le fait que le gouvernement est là. Oh, c'est des élections, le problème là est là. Est-ce qu'on peut attaquer aussi le gouvernement sur le fait que vous ne favorisez pas l'éclosion du secteur privé?
beaucoup de jeux, il y a beaucoup de personnes nous discutant entre nous. Moi, j'ai voulu commander seulement une petite machine pour faire de petites transformations au pays. Et j'ai reçu la facture proprement du fournisseur. Je l'envoie à Lomé. Mes chers amis, le droit de douane et TVA, c'est 50%. Quand j'ai appelé le fournisseur que non, que je veux mettre pause, il me demande pourquoi. J'ai dit que le droit de douane taxe là, c'est 50% de la facture que vous m'avez donnée. Lui-même, il a crié. Donc, il faut que l'on mette un accent sur ces aspects pour encourager le secteur privé. Et puis, voilà, lorsque nous produisons, nous mécanisons, nous produisons, nous transformons, que nous puissions consommer aussi. Merci. Consommer aussi, et ça passe par une campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelés et merci de contribuer également avec vos idées sur le plus 1 319 462 89 119. Nous sommes à la fin de cette première thématique. Je sais que vous avez beaucoup encore à dire et Monsieur Classier qui lève le verre. Je vais vous donner chacun une minute. C'est vrai que dans une autre émission, je reviendrai sur ce même thème, sur de différents angles. Alors, Monsieur Classe, je vais vous donner une minute pour terminer votre intervention et en même temps clôturer également cette première partie. Allez-y. Non, Moïse, vous m'aviez coupé l'appétit puisque j'étais dans un bon développement et puis ensuite vous recevez l'auditeur et vous renvoyez à la conclusion. Bon, je vais aller rapidement pour dire que c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos pays francophones, plus précisément au Togo dont parle notre confrère tout à l'heure, c'est de la fourberie. Il faudrait qu'on accepte ces termes. Et puis ensuite, on accepte que nous faisons ce qu'on appelle les gâchis. Et puis ensuite, on corrige les choses. Quand vous préparez une population à la mendicité totale, comment vous pouvez créer ce qu'on appelle le développement intérieur? Ça n'existe pas. Quand on parle de la transformation, une chaîne, transformation, consommation, une chaîne, production, transformation, consommation, c'est une procédure. Et il faut aller en détail de tout cela pour pouvoir avoir une adhésion de la population. Mais quand la politique interne est dictatoriale, la loi n'existe pas pour protéger les investissements. La justice est aux ordres des présidents dictateurs. Les chefs d'entreprise, les directeurs de service tournent tout sur l'aspect politique. Comment vous voulez produire, par exemple, le développement interne d'un pays? Tout ce que vous êtes en train de dire, mon cher, ce sont des gouttes d'eau dans la mer qui ne feront rien si nous ne changeons pas de mentalité, comme vient de le dire notre interlocuteur. Toutes les initiatives que les gens produisent ici au niveau de la diaspora pour rentrer dans la dictature, moi je le dis est clair pour tous ceux qui veulent l'entendre, ce sont des mendiants de la diaspora qui ne veulent pas le vrai développement du Togo. Le vrai développement du Togo, c'est de poser la main d'abord sur la libéralisation du pays, c'est de faire en sorte qu'il y ait une indépendance interne, la liberté des citoyens, la liberté sur les investissements, avant qu'on ne puisse produire ce qu'on appelle le développement. Mais si nous accompagnons les dictateurs et nous disons autre chose à travers des initiatives qui n'ont pas de sens, c'est que nous contribuons à la dictature sur le pays. Merci, M. Classio. Merci, merci. Monsieur Mpapou, votre conclusion pour cette première partie. On reviendra sûrement sur cette thématique. Je sais que vous avez beaucoup à dire. On peut consacrer même plus de 4 heures de temps, mais on n'en finira pas. Il y a un second sujet qui intéresse également les auditeurs et les téléspectateurs. Pour l'heure, je vous demande votre conclusion pour cette première partie. Monsieur Mpapou. Bon, en tout cas, merci pour cette première partie. J'ai comme un arrière-goût amer parce que j'ai l'impression que nous n'avons absolument rien fait du tout. J'ai juste commencé à ébaucher les causes. J'étais juste au niveau de l'État.
j'ai annoncé la société civile et j'ai annoncé les populations. Donc on n'a pas eu le temps d'aller dans ce sens-là. Je voudrais féliciter le téléspectateur qui a appelé, parce que les éléments qu'il a avancés sont des éléments pertinents que personne ne peut effectivement renier. Et quelqu'un qui dira que l'industrialisation n'est pas une solution pour l'Afrique, ce serait taper le doigt dans l'œil. Et je crois tout simplement que pour de tels débats, il faut dépassionner les choses. Il faut savoir politiser les choses quand il faut les politiser. Il faut savoir rester sur les débats d'un thème vraiment qui doit permettre à l'ensemble de nos concitoyens de comprendre une thématique de manière à ce qu'on ne verse pas dans l'émotion. Je souhaite que les prochaines fois, que les invités arrivent chacun avec ses idées et pas forcément pour attaquer les idées des autres. Sinon, ça nous fait perdre le temps et finalement, on va à la fin de l'émission sans avoir éclairé en quoi que ce soit nos téléspectateurs par rapport à tout ça. Donc, pour conclure, je voudrais en tout cas demander à nos États de prendre leurs responsabilités. N'est pas chef d'État qui veut, mais qui peut. Moi, si je sais que je ne peux pas aller dans le sens de protéger l'intérêt de mon peuple, je ne suis pas candidat. Alors, il faut qu'ils prennent donc leurs responsabilités pour définitivement trouver des solutions pour nos populations et protéger tous ceux-là qui ont la possibilité de venir contribuer en tout cas à la création d'emplois dans nos pays. Parce que seule la création d'emplois peut conduire au développement. Mais malheureusement, on ne peut pas créer sans que nous ayons un système de décision fiable, donc au niveau de l'État, un système de financement et justement une conscience aiguë au niveau donc des populations par rapport donc à la consommation de tout ce que nous produisons sur les terres africaines. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mpapou pour votre conclusion. Merci à vous tous qui nous suivez également sur le www.afrowebtv.com. Vous êtes au bon endroit. La suite de cette émission, c'est dans un instant. Restez toujours scotchés et nous allons revenir juste après cette petite pause. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462